ゴールディ・ロジャー。我ここに至りこの文を最果てへと導く海賊ゴールディ・ロジャー。Par où commencer? Comment parler de ce que je rêvais de voir depuis tout petit, assis devant la télé, regardant et lisant les aventures de Luffy au chapeau de paille, réalisant que ce n'était pas seulement une aventure, mais un monde aussi vaste et complexe que son histoire, pris d'un vertige immense, comprenant qu'à chaque fois que je lisais un début d'arc de One Piece, Goldie Roger était déjà passé par là. Le personnage du tout début du récit qu'on ne voit qu'une seule fois, mais pourtant tout le temps présent, tel un fantôme nous accompagnant, déjà au courant de tout ce que l'on découvrira au fur et à mesure des années. Le 22 juillet 1997, quand il faisait sa petite marche vers l'échafaud, souriant à Smoker, Roger savait tout. Tel le mangaka souriant à ses lecteurs, prêt à lancer la plus grande des aventures, la fin déjà en tête. Oui, le chapitre 966 de One Piece est un cadeau, la plus belle des récompenses offertes par l'auteur à ses fidèles lecteurs, non pas seulement par ses nombreux parallèles nostalgiques, mais par sa cohérence totale dans le lore de One Piece, pourtant totalement déstructuré et éparpillé sur presque 1000 chapitres dans une écriture longue de plus de 22 ans. Nous avons ici les 18 pages les plus complètes du manga depuis très longtemps, dans un chapitre qui explose de révélations, de références intradigétiques, de parallèles d'écriture et d'indices sur le futur de l'œuvre. Alors si vous pensez avoir loupé des informations, suivez-nous dans ce nouvel épisode qui va analyser un chapitre qui maîtrise le genre du flashback dans un véritable torrent d'émotions sous le signe d'un immense mysticisme. Oui, nous sommes dans un rêve sur une île paradisiaque, l'eau est turquoise et 3 frères boivent du saké, partageant leur aventure, leur butin et les secrets de ce monde, annonçant qu'il est temps pour eux de finir leur voyage. Le 24 mai 2010, Eiichiro Oda dessinait ce qui allait être notre inspiration, la promesse de 3 frères, le Mont Corvo, se promettant chacun leur tour de réaliser leurs rêves, et c'est alors au présent, dans le saké partagé, symbole de leur promesse, que pouvait se refléter le passé. Le récit de 3 hommes qui n'ont rien en commun, mais qui partageant de l'alcool deviennent frères, appuyés par un Barbe Blanche lui-même à la page 11. Et alors que celui aspirant au trône du roi des pirates s'apprête à annoncer sa tellement gigantesque et ridicule ambition, les 2 autres n'en reviennent pas. Le mangaka créant exactement la même scène dans une sublime construction de panels, les mêmes positions de personnages possédant exactement les mêmes pansements au même endroit. Nous avons ici 3 frères, un annonçant, un autre sérieux et le dernier rigolant, laissant à croire que comme pour Ace, Barbe Blanche a dû vouloir sauver Oden de Kaido sans y arriver. Un sabot et un Barbe Blanche rigolant, mauvais présage pour le révolutionnaire qui à l'instar de Barbe Blanche pourrait trouver la mort plus tard. Enfin, un Goldie Roger et un Monkey D. Luffy transpirant de charisme et d'insolence tant leur ambition dépasse celle des autres. Mais alors, est-ce que Luffy va suivre le chemin de Roger jusqu'au bout? Est-ce que la deuxième fratrie, comme la première, va-t-elle aussi disparaître avant la toute fin du manga? Une chose est sûre, il ne reste plus qu'un an à vivre à Goldie Roger. Il est alors temps pour lui de recruter celui qui va pouvoir le conduire au bout du monde, mais surtout de nous raconter à nous lecteurs les secrets de ce dernier. Nous avons ici la victoire d'un auteur, la victoire d'une construction longue sur des chapitres apportant chaque semaine durant plus de 22 ans du Chara Development. Eiichiro Oda aura fait l'ultime pari de prendre énormément de temps à installer sa mythologie et aujourd'hui, le monde entier est pendu à ses lèvres. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler l'équipage du Seigneur des Pirates affrontant celui de l'homme le plus fort du monde? Plongé depuis tout petit dans les fanarts et les forums, c'était la chose la plus attendue des lecteurs, un fantasme, un rêve, voir celui qui est à l'origine de cette histoire affronter celui qui représente la puissance même. Et nous l'avons enfin, cet équipage avec Riley et Scopper Gaban confirmés comme étant les bras droits et gauche du Seigneur des Pirates. Tel Luffy, Zoro et Sanji, nous avons ici le véritable Monster Trio. Commençant par la toute première attaque de Roger dessinée par Oda, Kamusari signifiant littéralement aversion divine. L'auteur appuie son opposition au divin, Roger n'est pas un dieu, c'est le diable en personne, se débarrassant en un seul et unique coup de celui qui allait pourtant plus tard être le seul à blesser l'invincible Kaido.
Kaido. Oden Kuzuki, comme nous lecteurs, est totalement bouleversé par ce qu'il voit. Les deux légendes s'ancrant dans le sol, levant haut vers le ciel leurs lames, les faisant devenir noires. Une maîtrise parfaite du haki de l'armement sans pour autant atteindre le niveau de Ryuma et Mihawk, seul être au monde à avoir réussi à transformer immuablement leurs lames Kokuto Yoru et Shusui en noir. Technique que Zoro tente aujourd'hui d'apprendre à son tour au chapitre 955 pour rendre noir de façon permanente Enma. Pour une explication complète des sabres dans One Piece, rendez-vous dans la description pour un cours particulier retraçant tout ce qu'il faut savoir. Pourtant voilà une première au niveau plastique, un clash de haki des rois tellement puissant que les deux ne se touchent même pas, une force encore jamais montrée dans le manga. Nous avons ici le plus puissant coup jamais donné dans One Piece, obligeant alors le mangaka à redoubler d'efforts lorsque le flashback sera terminé. La bataille de Nigashima, annoncée par l'auteur comme allant ridiculiser Marineford, va devoir nous montrer encore plus fort pour continuer de nous impressionner dans les échelles de puissance. Nous avons donc une aura noire accompagnant les lames, faisant ressortir toute la puissance du coup, nous racontant depuis le début leur légendaire affrontement, sans jamais nous les montrer. J'avais de grosses attentes. Durant des années j'ai tout imaginé, et pourtant je ne suis pas déçu car j'ai eu ce que je voulais voir, mais le mystère reste entier. Les personnages totalement décoiffés, s'affrontant durant des jours à égalité et transformant le ciel sont magnifiques, mais toujours éclipsés. Merci Oda d'avoir réalisé le petit rêve d'un enfant tout en étant assez intelligent pour garder une part d'ombre sur la véritable nature de la puissance de Goldie Roger. Pour le moment. Deux amis mais rivaux, la légende a enfin un visage. Nous voyons les deux équipages partageant leur aventure et leur butin après leur combat. Rivalité se reflétant aussi dans la construction de la page et dans la toute première rencontre entre Shanks et Marshall D. Teach. Le début de l'histoire de l'enfant qui ne peut pas dormir mais pour qui les rêves n'ont pas de fin. Magnifique ironie pour celui qui aura donné la plus belle leçon sur les rêves au chapitre 225 et qui cherche alors à rêver car ne semble pas pouvoir dormir. Toute première touche de profondeur apportée au personnage qui semble triste car ne sait pas ce qu'est un rêve, un enfant qui toute sa vie aura été traité de monstre pour quelque chose dont il n'est sûrement pas coupable, un personnage présenté enfant pour la première fois en 2011 dans les SBS du tome 63, triste et éveillé sous la lune, perdu dans la nuit. Il est stupéfiant de se rendre compte que tout était prévu par l'auteur depuis très longtemps. Plus dingue encore, le plan du mangaka remonte au tout début de l'aventure, avant même sa propre présentation, l'antagoniste principal de One Piece était déjà annoncé. Nous sommes au royaume de Drum, île hivernale, chapitre 134, et Luffy annonce « Les habitants de ces îles ne dorment jamais, sinon ils meurent de froid. Je l'ai entendu au bar de Makino. » Sûrement de la bouche de celui qui a rencontré Barbe Noire et présent au bar de Makino, Shanks le roux bien sûr. Nous sommes le 8 mai 2000 et Oda, 20 ans en avance, nous annonce via les paroles de Luffy qu'il avait déjà sûrement prévu l'histoire de Marshall D. Teach, qui est oui, pour la toute première fois mentionné quelques chapitres plus tard au chapitre 154 à Drum en même temps que Ace. Nous pouvons alors regarder à nouveau le dessin de Teach enfant sous la lune, assis, oui, sur de la neige. Venant d'un mangaka qui lui-même ne dort pas assez pour avoir le temps de dessiner, nous remarquons ici sa projection dans un personnage qui s'affranchit du sommeil. Shanks comme Oda est jaloux de Teach, jalousie qui permet d'aborder le mystère d'un angle nouveau. En effet, Marshall D. Teach n'a pas à être triste, il peut vivre 2 fois plus que les autres. Mais alors, serait-ce là la toute première indication de sa capacité à manger au moins 2 fruits du démon, car possédant à lui tout seul 2 vies. Une constitution physique spéciale le permettant de manger 2 fruits du démon, confirmé par Marco au chapitre 577, mais surtout par Ace au chapitre 440, citant « Tu as vécu pour 2 ». Le fait de ne pas dormir lui permettrait alors de manger un autre fruit du démon, simplement car il a 2 fois plus de temps de vie que les autres. Est-ce que Marshall D. Teach serait alors possédé par une entité? Tel Akuba pour Cavendish se manifestant lorsque ce dernier s'endort, Barbe Noire pourrait posséder lui aussi un démon, se réveillant uniquement la nuit dans l'obscurité, empêchant Teach de dormir et expliquant pourquoi il a eu besoin d'un drap noir pour voler le fruit de Barbe Blanche. Tout simplement pour réveiller dans les ténèbres sa deuxième personnalité. Mais alors que Shanks fait la rencontre de son plus grand ennemi, Roger lui fait la rencontre de son plus grand allié, Oden Kuzuki et son talent de sculpteur de poneglyphes, confirmant qu'il existait alors à l'époque bien 2 clans pouvant lire les stèles indestructibles. Ceux qui les ont inventés, le clan Kuzuki dont le savoir est transmis de génération en génération, et ceux qui les ont étudiés, les scientifiques d'Ohara. Seulement l'arbre de la cognition étant détruit durant le Buster Call et Oden Kuzuki mort avant d'avoir pu transmettre à son fils son savoir, aujourd'hui
Aujourd'hui, Nico Robin est donc la seule et unique personne au monde à pouvoir déchiffrer les poneglyphes, nous renvoyant 16 ans dans le passé, dans le ciel devant une gigantesque cloche en or. C'était le 1er décembre 2003 au chapitre 301 que Robin faisait la découverte de l'écriture de Roger en poneglyphes. Plus de 16 ans plus tard, au chapitre 966, la boucle est bouclée et nous avons la confirmation que celui qui a réellement gravé le message est bel et bien Oden Kuzuki. Seulement, nous avons aussi la confirmation que Roger, digne héritier de la volonté du dit, est capable d'entendre la voix de toute chose. Alors qu'au chapitre 648, Roger semblait seulement entendre la voix, il semble pouvoir plus tard la comprendre. Car oui, les poneglyphes parlent, comprenant que celle de Chandora indique la position de l'arme antique Poséidon sans pouvoir même la déchiffrer. Comme Roger, pour le monde du manga, Eiichiro Oda inscrit sa présence dans le temps, comme traces et gravures que l'on peut, à l'instar de Robin, revisiter. Le roi des pirates, tout comme Oda, était là il y a des dizaines d'années. Roger aurait alors réalisé plus que l'impossible en son temps. Nous savons tous que son véritable exploit ne fut alors pas d'atteindre la dernière île de Grand Line, nommée Roadstar, mais bien de comprendre qu'il en existait une dernière permettant de faire le tour du monde et ainsi de devenir le seigneur des pirates. Une île seulement indicable grâce aux 4 rods poneglyphes et prouvant que le One Piece n'est pas un trésor amassé par Roger, mais bien un trésor trouvé sur Raftel. Roger avait donc déjà atteint Roadstar il y a 13 ans, mais fit demi-tour pour chercher les rods poneglyphes. Et vous savez ce qui s'est passé il y a 13 ans? L'incident de God Valley. Et vous savez ce qui a 13 ans? Shanks et Baggy. Et voir dans ce chapitre un Roger annoncer que porter Iori Kuzuki bébé dans ses bras lui rappeler que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça, pourrait très bien confirmer notre théorie qui voudrait que Roger ait trouvé Shanks et Baggy bébé à la toute fin de Grand Line. Et alors que Roger avait toujours son chapeau au chapitre 957, prouve qu'il aurait pu le donner la même année au roux. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons jamais vu Roger avec le chapeau de paille, car ici est présentée seulement la deuxième partie de son aventure, son demi-tour, comprenant qu'il fallait trouver les rods poneglyphes. Oda pourrait alors nous présenter plus tard dans le manga la première partie de l'aventure de Roger avec son chapeau, celle commençant en rencontrant Riley et finissant à God Valley et Roadstar, point de convergence ultime où il donna son chapeau à Shanks bébé. Les 13 ans de recherche pourraient être le sacrifice du roi des pirates pour que Luffy n'ait pas à le faire, comprenant que les log poses n'indiquent pas le bout du monde. Grâce aux 13 années de recherche de Roger, Inuarashi au chapitre 818 a alors pu raconter à Nami sur Zo qu'ils auront besoin des rods poneglyphes pour trouver Raftel au lieu de faire demi-tour et passer une décennie à comprendre le pourquoi du comment. Comme la présence de Robin permet aussi à Luffy d'avoir depuis le début une personne pouvant l'aider à découvrir la véritable histoire du monde, contrairement à l'ère de Roger où les poneglyphes étaient considérés comme des sites culturels et où Oden est arrivé seulement à la dernière année de vie de Roger. Nous pouvons alors aussi noter un parallèle nostalgique entre les deux personnages intégrant l'équipage et représentant l'ennemi, mais surtout le savoir. Oden et Robin, seulement acceptés par le capitaine mais rejetés par tous les autres, jusqu'à ce que chacun trouve son compte très rapidement dans un comique de situation. Oda, encore une fois, aura dessiné la même scène que le chapitre 218. C'était en 2002, soit il y a presque 18 ans. Ça me termine tellement Oda n'oublie rien de ce qu'il dessine. Mais alors, où se trouve cette dernière île après la dernière île? Où se trouve Raftel? Car si elle permet vraiment le tour du monde, alors elle doit forcément se trouver au niveau de Red Line. Grâce au chapitre 490, nous pouvons être sûrs que le continent rouge faisant le tour du monde représente bien son commencement comme sa fin. Un mur qu'il faudrait briser pour aller encore plus loin que la fin elle-même. Est-ce que Raftel ne serait alors pas à l'intérieur même de Red Line? Et cela indiqué depuis le début du manga sans que personne ne s'en aperçoive, telle une véritable carte au trésor, une croix indiquant l'emplacement du One Piece sous Reverse Mountain, un emplacement seulement visible depuis l'espace. Il faudrait donc se rendre sur la Lune pour s'en rendre compte, et alors le satellite, si mystérieux et important et présent depuis le début, serait la clé de voûte du manga. Ener pourrait même très bien être un acteur des plus grandes révélations du manga, car pour comprendre où se trouve Raftel, il faudrait regarder le monde depuis la Lune. Luffy, pour atteindre Raftel, va devoir alors briser Red Line, et voulant être l'homme le plus libre du monde, il briserait littéralement les barrières, détruisant Red Line pour atteindre réellement Raftel et faire le tour du monde et devenir le roi des pirates. Ainsi, la prophétie de Dame Charlie voulant que Luffy soit celui qui détruirait l'île des hommes poissons se réaliserait, et par la même occasion, la destruction de Marie-Joise, symbole du gouvernement mondial et les deux se trouvant au sommet et sous Red Line.
De plus, Roadstar signifie ici l'étoile qui guide, rappelant l'étoile du berger, Vénus, celle qui indique le pôle Nord, un champ lexical astral rappelant l'espace et donc la Lune, mais aussi nous replongeant plus de 22 ans dans le passé, au chapitre 19 lors du tout premier flashback sur l'Euro-Jackson présentant Baggy et Shanks se disputant au sujet du pôle Nord et Sud pour déterminer lequel est le plus froid. Il serait alors incroyable de découvrir que ces deux-là ont été récupérés à Roadstar il y a 13 ans et élevés par Goldie Roger. Et étrangement, alors que les plus grandes hypothèses sont lancées, le mangaka décide de rendre muette Toki. Réponse pourtant vivante à toutes ces énigmes, il suffirait qu'elle annonce à Roger sa venue de 800 ans dans le passé pour débloquer la situation. Mais non, rien, c'est à se demander si elle est au courant, peut-être pas, car finalement ce n'est pas elle qui annoncera au futur roi des pirates la signification de la mystérieuse initiale dans son nom, car ce dernier semble déjà au courant, vu que la grande voile de l'Euro-Jackson indique bien un J séparé du Gol. Aussi, l'œuf géant présent sur le navire est toujours là, sans plus grandes explications, peut-être dans le prochain chapitre, qui sait. Nous avons de plus la confirmation que le dialogue des deux hommes sous les Sakura au chapitre 576 se déroule bien après la découverte de Raftel, et peut-être même à Wano Kuni, preuve que Roger et Barbe Blanche vont se retrouver une toute dernière fois. Oden quitte alors son grand frère, quitte le Moby Dick, quitte l'équipage de Barbe Blanche qui a d'ailleurs sa toute première cicatrice. Un personnage triste qui va devoir laisser son petit frère partir. Edward Newgate se confirme comme étant un des personnages les plus émouvants du manga, dont l'auteur restera fidèle jusqu'au bout, après toutes ces années, tournant toujours le dos au matériel, au trésor, assis au bord de l'océan, posant sa main contre sa joue, rêvant d'une seule chose, de son One Piece à lui, sa famille.